toi? Nickel? À fond? Avec plaisir, c'est cool. Puis pour la salle aussi, on va faire ça par là. Ouais, on est dans un beau lieu là. Ouais, c'est pas mal du tout, ça va être bien éclairé, c'est top. Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Café Panier en compagnie de Lucas Ramnel. Lucas, bonjour. Salut, merci de l'invite, merci de la proposition. Merci à toi de nous accorder un petit peu de ton temps. Comment vas-tu? Avec plaisir, ça va pas mal, ça va bien. Ça va bien, ouais. Ouais, nickel. Tu nous as appris que tu avais eu en off tes examens là dernièrement. On espère Exactement, que ça s'est bien passé. exactement. T'as déjà eu les résultats? Non, pas encore, mais tu les as réussis. ça restera des examens, donc on On verra. sait d'avance que c'est réussi. C'est ça. Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet un petit peu moins drôle que d'habitude, on va dire. On a appris en cours de saison 2023-2024 que malheureusement tu mettais un terme à ta carrière professionnelle. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait quand même un petit peu parler de ta carrière. Donc toi tu embrasses le basket à l'âge de 8 ans. Ouais, exact. Avec ton papa, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Ouais, c'est ça. Bah du coup, depuis tout petit, mon père faisait du basket. Ouais. En fait, si tu veux, il a joué quand lui était jeune, puis il a arrêté assez tôt aussi pour des problèmes de genoux. Du coup, moi, je ne l'ai pas vu jouer étant petit. Mais voilà, ça reste un sport qui était dans la famille présent. Donc, c'était assez logique dès l'âge de 8 ans de commencer le basket. D'accord. Et puis voilà, au début, je me souviens, c'est une petite anecdote marrante, mais le tout premier entraînement que j'avais été faire, je n'avais pas du tout aimé. Le basket, c'est vrai ? Ouais, c'était en U10. Vraiment un souvenir pas fun du tout. Et puis après, j'ai attendu quelques temps, puis j'y étais retourné. Puis du coup, après, ça l'avait fait, donc c'était cool. Tu t'es entraîné directement avec ton papa ou Non, au début, c'était à Blonay. Puis il y avait un coach qui s'appelait Laurent Molinari, Ok. qui est vraiment, à mes yeux, un des meilleurs coachs U10 de l'époque. Donc vraiment, c'était vraiment cool parce qu'il arrivait vraiment à alterner plaisir et entraînement, donc on passait juste des moments trop bien à l'entraînement avec lui, donc Ok. c'est cool. Ouais. Juste une petite parenthèse par rapport à ton papa. Alors déjà la Ouais. blessure qu'il a eue, est-ce que ça a un rapport? Est-ce qu'il y a une Alors un non, lien il direct a... avec la tienne aussi ou c'est complètement deux choses Non, alors on en parlera après, mais dans ma blessure, il y a une part aussi un peu d'hérédité, mais non, lui, c'était simplement fait les ligaments croisés, une blessure assez courante. Puis du coup, lui, il avait vraiment joué depuis assez jeune, un peu plus tard que moi quand même. Et puis vers l'âge de 18 ans, il s'était déchiré les ligaments du genou. Puis à l'époque, ils avaient aussi moins cet encadrement, en tout cas ici. Donc après, ça a été vite une opération, puis après quelques injections contre la douleur, etc. pour essayer de jouer. Mais ça, au final, il n'a jamais pu en revenir et puis il avait arrêté à ce moment-là. Ouais. C'est bien dommage. Donc revenons-en un petit peu à toi. Donc Ouais. tu commences le basket à 8 ans à Blonay. Ça se passe assez bien. 14 ans, si je me trompe, tu as un premier petit pépin au niveau du genou. C'est Ouais. un petit peu là que ça commence. Ouais, exact. Bah ouais, du coup, toutes ces années, c'était bien passé. J'étais à Blonay, c'est là où je disais aussi que c'était mon père le coach. Ok. Puis ça s'était assez bien passé. Puis après, ouais, j'ai toujours été dans les grands, mais j'ai jamais été autrement plus grand que tout le monde. Donc en fait, mes problèmes de genoux ne sont pas forcément liés à une croissance assez rapide, mais ouais, du coup, vers l'âge de déjà 12-13 ans, j'avais des problèmes de genoux, j'ai eu l'Osgood-Schlatter, un truc assez courant chez les jeunes au moment de la croissance. Puis à ce moment-là, j'arrivais quand même toujours à m'entraîner, à jouer, et bien sûr avec un peu de douleur, mais c'était encore possible. Et puis après, ouais, c'est vers les 14 ans où j'ai commencé à avoir l'inflammation du tendon rotulien. Donc ça, c'est vraiment le tendon qui est surinflammé et du coup, c'est compliqué de gérer ça parce que je m'entraînais quand même, je prenais de temps en temps des anti-inflammatoires, ce qui est, je le dis clairement, pas une bonne chose. Mais voilà, du coup, pour vraiment pouvoir essayer de surpasser la douleur, beaucoup de glace, etc. Et puis, C'est arrivé très tôt au final. Enfin, je veux Ouais, dire, t'as commencé à 8 ans, ouais. 12 ans, tu étais déjà... C'était assez tôt, mais c'était... Ouais, à l'époque, c'était normal. On était plusieurs dans ce cas-là. T'en avais qui avaient des cas un peu plus graves que d'autres. Mais ouais, c'est arrivé assez tôt. Et puis au début, je forçais un peu parce que je faisais pas trop attention à la douleur. Aussi, quand t'es jeune, tu t'écoutes moins. Et puis voilà. Puis après, c'est du coup là, à l'âge de 14 ans à peu près, que j'avais été voir un médecin puis qui m'avait dit que... fallait temporiser. Prendre le temps de... T'as dit que vous étiez plusieurs à être dans ce cas-là? Ouais, à cet âge-là, vous étiez ouais. déjà plusieurs à souffrir de... Ouais, il y en avait plusieurs. Alors ça reste une minorité, hein, on s'entend bien. Mais oui, il y en avait quand même quelques-uns qui avaient... Osgood-Schlatter, c'est vraiment... c'est une bosse un peu plus bas que la rotule.
Et puis c'est un truc assez répandu chez les jeunes, souvent qui passe assez naturellement, normalement, plutôt une gêne la plupart du temps. Mais pour certains, ça peut être plus compliqué. Vous avez tous eu un peu le même souci en fait. Ouais, exactement. Ok, exactement. d'accord. Ok. Du coup, le temps passe un petit peu. 17 ans, tu pars à Vevey. Ouais, exact. Donc, tu arrives à Vevey durant leur saison où ils sont en Ligue B. Ils vont monter en première division sur la fin de la saison. Ouais, exactement. Comment ça se passe? C'était une. En vrai, c'était cool parce que du coup, pour revenir, quand j'ai repris vers 16 ans, là, j'avais fait un trou de 2 ans. Où du coup, justement, à cause des inflammations du tendon, le médecin, il m'avait juste dit que le seul remède, c'était le repos. Du coup, à l'époque, avant que j'arrête, je m'entraînais entre 8 à 10 fois par semaine. Je m'entraînais à midi, entre les cours, etc. C'était assez poussé. Mais tout allait bien. Et du coup, quand il y a eu ce problème de genou, là, il m'a mis 1 an, un peu plus, presque 2 ans à l'arrêt. Du coup, c'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé à prendre du poids, à perdre aussi la discipline pour le sport, etc. Enfin bref, un peu une situation compliquée. Tout le côté mental un peu. Exactement. Et puis, puis tu te dis tout de suite que au début, ça construit quand même un peu ta vie, le sport, quand on fait autant. Donc voilà, après les genoux allaient un peu mieux parce que du coup j'avais vraiment arrêté complètement, j'avais même fait un peu de volley à côté. Ah ouais. Ça c'était plus pour le fun, ouais. Et puis après du coup, voilà, juste le basket ça me manquait, du coup j'ai voulu revenir. Du coup je suis revenu à Blonay en première ligue et puis comme tu as dit sur la fin de saison, on m'a appelé à Vevey. C'était déjà les playoffs, donc je faisais les entraînements, mais c'était pas des vrais entraînements, c'était plus des shootings, des trucs comme ça, mais c'était déjà pour être un peu avec le groupe. Et puis voilà, c'était avec le groupe. Exactement, ouais. Après pour la saison qu'elle arrive. En fait. Exactement, c'était l'équipe où ils ont gagné avec Gilles Martin, Babacar Touré, ouais, la grosse team. Chika Chama, pas mal d'autres gars. Et puis ouais, ils m'ont bien accueilli. Alors j'ai pas du tout pu jouer, mais c'était quand même ouais, une belle expérience. L'intégration, quoi. Exactement. Les premiers échanges avec le monde professionnel. Exactement. Et puis ce genre de proposition, ça montre aussi qu'ils croient en toi et puis qu'ils ont envie de t'aider à monter un peu les échelons. Donc c'est cool. T'as même un petit peu des touches à l'étranger? Alors ça, c'était après mon début de première saison en Liga. D'accord, ça vient un petit peu après. Exactement, donc là, on arrive à la fin de la première saison. Ça, c'était avril, saison. Quelque chose comme donc, ça. On débute la Liga, donc tu débutes avec Vevey. Exactement. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe pas mal. Le côté sportif se passe pas très bien parce qu'on commence avec un ratio de 1 victoire, 9 défaites. Du coup, forcément, quand tu es dans des situations comme ça, l'ambiance à l'entraînement est moins fun. Il y a beaucoup plus de tension entre les joueurs, avec le coach. Il ne fait plus forcément jouer non plus tous les joueurs, etc. Exactement, la rotation devient aussi limitée. Le club aussi remontait en Liga depuis un certain temps, donc il y avait aussi tout ce côté d'adaptation, etc. Et puis, donc voilà, à titre personnel, ça s'était assez bien passé de voir un peu le haut niveau. Mais à titre d'équipe sportive, c'était pas le mieux, mais ça reste une belle expérience. Ok. Malgré tout, alors je ne sais pas si c'est en lien avec ce que tu es en train de me dire là, mais après cette saison, tu t'arrêtes pendant 2 ans. Ouais, c'est ça. Alors que tu as des touches justement en fin de saison avec l'étranger. Donc en soi, on se dit que potentiellement tout va plutôt bien au niveau du physique. Ouais. Ton corps te laisse un petit peu tranquille durant ce laps de temps, en tout cas assez pour que tu puisses t'entraîner, jouer même quelques minutes, etc. Tu as des touches à l'étranger et malgré tout, tu prends la décision de t'arrêter pendant 2 ans. Ouais, c'était presque même un peu plus, 2 ans et demi, 3 ans, mais c'était une décision assez compliquée. Mais au final, ça s'est fait assez naturellement pendant cette première. Du coup, j'ai arrêté au milieu de saison, vers Noël. Donc pendant la première partie de saison, j'étais jeune, du coup, je jouais vraiment pas beaucoup. Et puis, tu nous as dit là, début de saison un petit peu compliqué. Exactement. Tout de suite, le coach, il exactement, minutes, quoi. Mais j'avais accepté ce rôle-là, donc moi ça me posait pas de problème. Je savais que je jouais pas beaucoup, mais j'étais surtout là aux entraînements. Aux entraînements, je pouvais bien m'entraîner, donc c'était cool. Et puis après, il y a eu aussi un épisode où j'avais pas vraiment beaucoup joué, pas plus qu'1 minute. Et puis il y a eu un match ici contre Suisse Centrale. Je me souviens, on avait quelques blessés. Et puis là, il m'avait fait jouer un peu plus que d'habitude. J'avais joué un peu plus que 10 minutes. Et puis je m'étais retrouvé à finir homme du match, ce match-là. Du coup, c'était cool, c'était des belles sensations, je me sentais bien, j'ai rien cherché à forcer, à faire ou quoi que ce soit, c'est juste bien défendre et puis le jeu venait tout seul. Du coup, j'avais fait une belle performance ce match-là, du coup je me suis dit, merci, mais du coup je me suis dit c'est cool, c'est un peu la chance que les jeunes attendent, du coup c'est un peu le début où tu peux te montrer, etc. Même pas forcément pour partir, mais juste pour gagner des minutes. Puis je me souviens que le match d'après, on jouait contre Massagno ici à la maison.
Et puis le coach il était venu me dire en début de match, il m'avait dit « Ah ouais, t'as fait un bon match la semaine passée, mais ce soir tu vas pas jouer parce que j'ai pas envie que tu prennes la grosse tête. » Du coup, voilà, moi j'estime être quelqu'un d'assez humble, du coup j'avais pas trop compris. Ça a été le seul... C'était le seul argument Ouais, il m'avait pas donné beaucoup d'autres explications. J'avais pas forcément compris parce que... Enfin bref, voilà. C'était un épisode comme ça. Et puis du coup, en fait, à Noël, le coach s'est fait couper. Ok. Et là, ils l'ont remplacé par Dragan Andrejevic, qui a fini la saison avec Genève. Et du coup, là, c'était en fait à Noël, je commençais une école à Lausanne pour faire la gymnasiale, la maturité gymnasiale. Donc là, c'était aussi le truc où il y avait pas mal de travail à faire à côté. Et puis, pour être assez honnête, c'était aussi une époque où j'ai pas réussi à faire les sacrifices que la plupart des sportifs qui réussissent font. Est-ce que c'était un petit peu ce qu'on attendait de toi aussi? Est-ce que tu n'as pas ressenti un petit peu de la pression? Ouais, alors ça il y en avait aussi pas mal. Il y en avait aussi pas mal parce que bien sûr que tous les gens avec qui je parlais me disaient que j'avais du potentiel, me disaient que je pouvais réussir, etc. Et puis c'était cool, ça m'a pas forcément dérangé. Mais après, c'était aussi une partie où au final, j'avais certaines fois presque l'impression de jouer pour les gens plus que pour moi-même. Donc voilà, c'était ce côté vraiment plaisir et passion qui, je pense, qui pousse tous les grandes stars à pouvoir faire autant de sacrifices. Alors la passion était là, mais le plaisir, il était moins là. Je ressentais beaucoup de pression. C'est un épisode tout bête, mais j'avais été une fois, je me souviens, à la Poste à Blonay. Et puis même le monsieur de la Poste, il m'avait parlé de ma saison, parlé de mes problèmes de genoux, etc. Puis ça m'avait fait aussi un électrochoc à ce moment-là, parce que je m'étais dit, ah ouais, mais même dans la vie privée, ça suit. Ça commence à dépeindre. En fait. Exactement. Et du coup, voilà, après, j'avais plus la motive, j'avais plus l'envie. J'avais aussi quelques problèmes de genoux qui étaient un peu aussi revenus en fin de première moitié de saison. Donc voilà, c'était un peu un tout. Et puis au final, je ressentais que j'avais plus assez envie pour rester en Liga. C'était quelque chose de nécessaire. Je veux dire, aujourd'hui, c'était pas comme si c'était pris comme une erreur. C'était nécessaire sur le moment. Tu avais besoin de prendre aussi ce recul par rapport à tout ce que tu vivais, peut-être aussi cette pression. Alors après, je pense que les gens, ça a dû les surprendre parce que quand on a pris le temps un petit peu de faire le point sur ta carrière, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a surpris. Ouais. Voyant que tout allait bien et autres, mais c'est vrai qu'on prend peut-être pas non plus assez le côté pression et autres. On reviendra dessus dans le courant de l'interview, mais c'est vrai qu'on prend peut-être pas forcément non plus assez en compte le côté la pression qu'on peut mettre sur nos jeunes joueurs aussi, puis de les lâcher en fait comme ça dans le monde du sport avec tout ça, ça peut aussi. Exactement. Sans encadrement aussi fait pour ça, qui peut être aussi compliqué pour certains. Mais ouais, c'était aussi la partie sacrifice qui m'avait fait peiner à vraiment continuer la saison. Parce que coûteux quoi. Ouais, c'est ça. Tous les soirs entraînement, à ce moment-là de ma vie, j'avais plus la motivation de le faire. Je voyais pas forcément de suite aussi, donc c'est aussi plus délicat. Il y avait aussi toute cette première moitié de saison où, au final, j'étais un peu dégoûté. Alors voilà, c'était mon rôle et je l'avais accepté. Mais au final, tu sens qu'on ne te donne pas vraiment ta chance, qu'on veut te garder mais sans trop t'utiliser. Enfin, c'était un peu un monde, un début compliqué. Mais, est-ce que tu as été, pardonne-moi de te demander ça, est-ce que tu as été peut-être impatient? Ouais, c'est possible parce que forcément quand tu fais un match et puis que tu vois que tu joues bien et puis que tu es même homme du match, tu te dis pourquoi je pourrais pas le faire ça. Ouais, t'attends la suite en fait. Exactement. Bien sûr, c'est censé en soi, c'est vrai, c'est censé t'ouvrir. C'est un peu le chemin logique. À la porte de certaines minutes, donc je peux comprendre la frustration. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça aussi peut-être c'est des petits détails, hein, bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est clair que ça a aussi probablement joué et puis ouais, c'est tout un fait en fait qui. Du coup, ta vision et tes intérêts, ils changent de direction. Ouais. Du coup, avant, c'était le sport et c'était là-dedans. Et là, tu te tournes vers autre chose. Exactement. Et puis, du coup, à ce moment-là, j'avais aussi une vie sociale assez développée. Du coup, j'avais pas beaucoup de temps. Je me souviens, j'avais tous les soirs l'entraînement. Et puis, à ce moment-là, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, c'était un peu un tout. Peut-être que sûrement que si la saison s'était mieux passée depuis le début, je dis pas forcément en termes de temps de jeu ou de réussite personnelle, hein, mais je dis aussi d'ambiance, etc. Si ça s'était mieux passé, c'est possible que j'aurais eu d'autres envies et que j'aurais sûrement continué. Ok. Et donc là, 2 ans, c'est cool. On arrive en 2022, si je te dis pas de bêtises, et là tu reviens à Vevey. Ouais.
Au départ, ça se passe bien, mais tu es assez rapidement rattrapé par ce vieux démon qui est la blessure. Ouais. Ça vient assez rapidement entacher ton retour. Et si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là que tu commences un réel traitement, on va dire, pour essayer de clôturer ce chapitre, quoi. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ouais, voilà, j'ai fait mes 2 ans, j'ai fait ma matu gymnasiale, du coup, qui demandait aussi pas mal de travail. Donc à ce moment-là, je n'avais pas forcément de pensée au basket, etc. Mais au fond, tu sens quand même quand les choses sont en toi. Et du coup, voilà, j'avais juste ce manque. Ça me manquait de voir, de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir s'entraîner, d'avoir un groupe aussi d'entraînement. Enfin, c'était tous des aspects qui, au final, m'ont fait me dire que ouais, j'avais envie de réessayer. Ouais, c'est un peu les réflexions et pourquoi pas réessayer. Du coup, pendant toutes ces années en fait, où j'étais à l'arrêt, il y avait le coach Niksa Bavcevic que j'ai eu du coup à Vevey, mais du coup chaque année il m'appelait et puis il voulait que j'aille jouer du coup à Vevey. Ils étaient à Vevey. Après ma saison, quand j'avais arrêté, il y avait même de Sarzin qui m'avait appelé pour Lausanne. Il y avait même le coach de Massagno qui voulait que j'aille là-bas. Donc il y avait pas mal de sollicitations et puis au final j'avais pas forcément envie de. C'est dingue, tu t'arrêtes vraiment à un moment. Alors, je vais pas dire que ça décolle, hein, ouais, bien sûr, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue aussi. Ça m'étonne pas que tu me dises que tous ces appels. C'est dommage, parce que vraiment on se rend compte de tout le côté en fait mental, à quel point ça peut être important. Ouais. Et puis comme un accompagnement aurait pu être à ce moment-là en fait décisif. Ouais, et puis je me suis aussi beaucoup posé la question que là maintenant je me dis qu'à l'époque j'aurais peut-être dû essayer de changer de club. C'est rien du tout contre Vevey ou quoi, mais c'est aussi ce côté où Vevey c'est aussi un club familial. Comme j'ai aussi grandi là, je connais beaucoup de monde et du coup forcément quand tu connais les gens qui t'entourent, tu ressens aussi beaucoup plus de pression. Donc sur ce côté-là, ça aurait pu être intéressant d'aller ailleurs dans un univers où au final tu connais personne. En fait, exactement. Tu n'es pas connecté forcément aux gens, à la ville, etc. Et tu peux juste faire que le basket. Voilà, c'est une question qui restera. On ne saura jamais, mais au final, c'est pas un regret parce que voilà. C'est bien, c'est important ça. Ouais. Donc voilà, et puis du coup, au final, voilà, Nixa continuait de m'appeler. Donc là, j'ai dit, ok, je veux bien revenir essayer une année, voir ce que ça donne. Donc je suis revenu, je savais forcément que mes genoux pouvaient être un problème, j'étais conscient. Donc voilà, j'ai fait une préparation quand même avant de commencer les entraînements d'équipe ici. Et puis du coup, assez vite en commençant, je me suis assez vite rendu compte qu'au final, ça allait pas. À ce moment-là, j'avais pas de douleur quand je m'entraînais, mais à la fin de l'entraînement, mon genou était gonfle. Donc c'était juste un phénomène qui faisait que je pouvais pas enchaîner les entraînements et les matchs. Exactement. Je pouvais pas avoir de rythme. Comment ça se passait? Tu devais du coup choisir un petit moment? Donc à ce moment-là, dès que j'ai remarqué ça, j'ai forcément direct été consulté de nouveau un médecin à Lausanne. Puis là, il m'a dit que j'avais de l'arthrose à un stade assez sévère. Ouais, tu vas peut-être dire ça, mais c'est jeune à mon âge pour avoir de l'arthrose. Ça vient forcément de l'usure de toutes ces années aussi. Tu disais avoir 8 à 10 entraînements par semaine. Ouais, exactement. Puis là, à ce moment-là, quand je reprends le basket en 2022, j'étais assez fit, mais à l'époque, quand je jouais à Blonay, j'étais aussi un peu plus lourd. Donc forcément, tes genoux, ils ont plus d'impact, ils ont plus de choc. Donc je suis parti voir un médecin à Lausanne, puis il m'a dit que c'était à cause de ça. Donc derrière, on a assez vite réfléchi et puis on a opté pour des injections de PRP. C'est du plasma riche en plaquettes. Okay. Puis en gros, ils te prennent ton propre sang, ils le centrifugent et ils te le réinjectent. Puis le but, c'est de régénérer vraiment le cartilage. Ça ne repousse pas, mais le but, c'est vraiment d'essayer de régénérer toute l'articulation pour qu'elle supporte mieux les entraînements. Du coup, ça, c'était des processus longs. Donc, je venais de revenir. Du coup, j'ai dû faire d'abord des injections de cortisone, attendre 3 semaines. Après, j'ai dû faire de la PRP, attendre encore 1 mois. Et puis après, j'ai pu recommencer la physio. La physio, du coup, ça prend du temps parce que je ne recommençais pas de zéro, mais je venais de faire presque 2 mois à l'arrêt. Donc, j'ai recommencé la physio, au début de la physio piscine, etc. Toujours avec la peur aussi de recommencer trop fort et que les injections ne servent à rien au final. Parce qu'il m'avait bien dit que c'était un traitement qui était possible, mais le pourcentage de réussite était quand même pas faible, mais pas très élevé. Hyper optimal. Exactement.
pour faire ces injections, pour revenir à un entraînement tous les soirs, plus un match le week-end, c'est pas du tout suffisant comme traitement. Puis en l'occurrence, pour le cartilage, il n'y a pas grand-chose qui a été développé ou trouvé d'autre. Ça reste vraiment un problème. Question peut-être un peu bête, je ne suis pas du tout un spécialiste. Il n'y avait pas une éventuelle opération non plus de possible Ouais, alors on m'en a parlé de mettre éventuellement des cartilages artificiels. Okay. Mais le médecin me l'a dit et je me suis douté, mais on en avait parlé, mais il m'a aussi confirmé qu'à ce stade-là de ma vie, déjà, c'était pas forcément le mieux à faire. Ouais, parce que ça valait vraiment le coup. Exactement, et en plus, encore une fois, pour faire peu importe des opérations, pour revenir à un taux d'entraînement qui est assez élevé, le cartilage, c'est un truc tellement solide, mais du coup, quand il est plus là, ben on sent le manque en fait. Tout de suite un travail à perte en fait. Ouais, du coup c'est ça. Du coup la situation était déjà assez compliquée. Donc voilà, j'ai refait cette physio, puis vers Noël, du coup j'ai pu recommencer à jouer. Ouais, justement ce que j'allais dire. Donc janvier 2023, tu reviens. Exactement. Ça se passe bien. Ouais. T'arrives homme du match, ouais, c'était cool. Tu vis même un de tes rêves, tu joues avec Thabo. Ouais. T'as un petit ouais, bah ça c'était vraiment cool. Le premier match que je recommence du coup cette saison-là, c'était la demi-finale de la Coupe de la Ligue, maintenant appelée SBL Cup à Montreux. C'est drôle parce que quand je jouais à Blonay et que j'étais petit, on passait nos week-ends à cette SBL Cup à admirer en fait les joueurs de Liga, parce que quand t'es jeune, tu rêves que de ça. Ouais, les étoiles plein les yeux. C'est ça. Et là du coup le premier match où je reviens, c'était une demi-finale de SBL Cup. Du coup c'était assez fou. En plus, comme tu as dit avec Thabo, oui, à savoir que forcément, comme tous les fans, je pense de mon époque et peut-être un peu avant, mais tous les jeunes fans de basket sont fans à un moment ou un autre de Thabo. Voilà, c'était le premier en NBA. On s'est levé la nuit. C'est ça. Moi, exactement. J'étais à Blonay et puis je restais jusqu'à 2h du matin avec mes parents pour voir ces matchs. Enfin, c'était vraiment ultra fan. J'ai fait tous ces camps à Blonay, etc. C'est vraiment un truc qui m'a passionné, et puis du coup là de pouvoir jouer avec lui, c'était vraiment c'est un rêve au final. J'aurais jamais imaginé pouvoir me retrouver dans cette situation là, donc c'était vraiment des beaux moments, c'était vraiment cool. C'est beau ça. Ouais. Puis malgré tout, alors au départ ce traitement que tu as fait avec ce spécialiste à Lausanne, ça se passe bien, comme on l'a dit, tu arrives donc homme du match à nouveau, ça se passe bien, et là ça repart un petit peu en tous les sens. C'est ce qu'on s'attendait aussi un petit peu, c'est que voilà, je savais que ça allait peut-être sûrement marcher, mais pas non plus pour 3 saisons, ça c'était dit, et je le savais avant même d'avoir commencé le traitement. Mais voilà, en fait sur la deuxième partie de cette saison, ça se passait bien. Le genou il regonflait un petit peu, mais c'était pas autant qu'avant, donc c'était supportable et j'arrivais à surmonter ça. Du coup, j'avais pas forcément besoin d'anti-inflammatoires pour m'entraîner. C'était cool. Et puis après, au final, il y a aussi eu, je pense, le trou où j'ai fait 2 ans et demi sans m'entraîner. C'est pas seulement mes genoux qui ont eu plus de peine en revenant, c'était aussi tout le reste en fait. C'est que quand tu t'entraînes, même si tu travailles pas, mais tu as toutes tes articulations qui bossent, les chevilles, les poignets, les épaules, etc. Puis là du coup, je suis revenu assez vite, et puis du coup ma cheville à ce moment-là, je me suis tordu la cheville. Ouais, dans un match à Boncourt, c'était pas fun, mais c'était dommage parce que justement ça se passait bien. Il y avait eu un peu un retour en arrière au niveau du gonflement, mais ça se passait, c'était vivable, donc j'aurais pu finir cette saison. Et puis là je me suis tordu la cheville à Boncourt, contre Boncourt, dans une fin de match assez folle, mais au final ça m'a bloqué sur la fin de saison. Du coup, c'est les playoffs que j'ai pas pu faire quand on perd contre Neuchâtel avec Thabo, avec Malik Johnson. On avait une belle équipe à cette époque-là, avec Duba aussi. Que tu décides d'aller te faire soigner en Ça, c'était au début de la saison d'après. C'est au début de la saison d'après, ok. Parce que là, du coup, je me suis tordu la cheville, mais le genou, ça allait. Donc, je m'étais dit, ça peut marcher, ces injections. Ouais. J'avais dans l'idée d'en refaire l'été, du coup, pour préparer la saison d'après. C'est tous les combien de temps, ces injections ? Tu as le droit d'en faire maximum 4 par année. Mais là, si ça tenait une par saison, aurait suffi. Mais donc voilà, là on finit cette saison bien, mais voilà, les playoffs c'est compliqué parce qu'on avait une équipe avec pas beaucoup
de rotation. Les joueurs majeurs jouaient beaucoup, donc ils étaient fatigués. Et puis voilà, Neuchâtel, ça reste une belle équipe. Donc, exactement, même si on avait beaucoup plus de bancs que cette année qui vient de se finir. Mais voilà, les événements font qu'on se fait éliminer au premier tour assez tôt. Donc voilà, moi j'étais satisfait des peu de matchs que j'ai pu jouer. J'en ai fait peut-être une dizaine, pas beaucoup plus. Puis à cette époque-là, en plus, il y avait Joe Duba qui s'est fait opérer aussi. Donc quand je suis revenu, j'ai assez vite pris la place dans le 5 de base, qui était cool aussi. Mais voilà, ça n'a pas duré long, malheureusement. Et puis cette saison, c'est fini. Et puis pour la saison d'après, du coup, je m'étais dit que les injections suffiraient. Donc j'avais pris des rendez-vous pour en refaire en début de saison, etc. Il y avait aussi de l'acide hyaluronique que j'avais fait. Et puis ça, c'était un peu le même fonctionnement de mettre de l'huile dans une porte qui grince. C'était un peu pour du coup faire que l'articulation, elle puisse bouger plus librement, sans crocher, sans irriter, sans gonflement. Exactement. Tout ce qui suit. Donc là, j'ai refait des injections au début de saison et puis j'ai assez vite vu que ça suffisait pas. D'accord. On a fait des matchs de préparation contre Genève, etc. Mais même au bout de 2 semaines d'entraînement, j'ai dû prendre des anti-inflammatoires pour continuer à jouer. Donc voilà, la décision avait vite été prise à ce moment-là de lever le pied parce que je savais que c'était pas possible de vivre. T'allais pas dans la bonne direction. J'allais pas faire une saison avec des anti-inflammatoires, exactement. Donc voilà, on a réfléchi. J'ai un peu pris conscience que ces injections du coup suffiraient pas. Du coup, à ce moment-là, en fait, je commençais l'université à Lausanne. Et puis j'ai parlé avec un psychologue du sport qui m'a mis en contact avec un préparateur physique de Lyon. C'était le préparateur physique à l'époque de Kevin Mayer. C'est un décathlonien français qui a beaucoup de succès. Du coup, il était vraiment spécialisé dans ces problèmes de sportifs qui sont difficiles à résoudre. Donc tu as quand même été loin, enfin, je veux dire, c'est clair. C'est l'envie de trouver une solution. Tu cherches un peu en fait tout ce que tu peux. Quand même. Ouais, tu cherches un peu tout ce que tu peux. Tu cherches un peu toutes les portes que tu n'as pas essayé d'ouvrir. À ce moment-là, il y avait pas mal de médecins qui disaient que les opérations c'était pas forcément possible pour mes genoux à ce moment-là. Donc pour ce que j'avais, c'était un peu compliqué. Donc ouais, j'ai essayé forcément. Je savais aussi que j'étais pas irréprochable en termes de physique parce que j'étais assez lourd. Et à ce moment-là, du coup, j'essayais forcément de passer aussi par le côté forme physique. Donc au lieu d'aller vers un traitement médical, plutôt essayer avoir tous les autres muscles de la jambe qui soient à 100% pour pouvoir combler ce problème de genou. Combler ce petit trou. Exactement. Et du coup, voilà, je suis parti voir ce préparateur en France à Lyon. Ça s'est bien passé au début. Il avait des belles idées, une approche assez différente. Ouais. Du coup, forcément, quand tu es dans cet engrenage, tu te dis, il a une approche différente. L'ego au départ. Surtout que ça marche apparemment au début, comme tu l'as dit. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de. J'ai été voir aussi un peu sur Internet, etc. Il y a beaucoup de bonnes choses sur lui. Donc, tu te dis forcément. Et puis, c'est ça aussi qui est pénible sur ces années avec les blessures, c'est que. Moralement, c'est un peu les montagnes russes parce que du coup, tu recommences la saison en 2022, tu es content, tu as l'euphorie de la saison, tu remarques que tu es blessé, du coup, le moral il redescend, tu te dis j'ai trouvé une solution médicale, c'est cool, pendant toutes les injections, tu te réjouis, etc. Tu as la physio, l'excitation monte, après tu vois que ça marche, après plus trop, enfin, du coup, c'est un peu tout le temps des hauts et des bas, donc au bout d'un moment, c'est aussi épuisant. Donc, ça doit être terrible. Ouais, c'est terrible, mais dans cet engrenage-là, au final, tu as envie d'essayer quand même de t'en sortir. Donc alors là, tu as vu une porte. Ça se passait plus ou moins bien apparemment plus au début. Donc, exactement. Surtout que tu les as presque toutes ouvertes, donc au bout d'un moment, il y en a une qui va marcher. Voilà, quand on part du principe qu'il y en a bien une qui va t'apporter ce dont tu as besoin, ce que tu recherches. Et donc ça se passe bien avec ce préparateur physique au début, lyonnais. Ouais. Sur le long terme, même avec lui, tu sens que ça va pas le faire. Exact. En fait, le problème, c'est que j'avais fait une semaine à Lyon d'entraînement là-bas. On avait fait avec les électrodes. Il m'avait mis des électrodes sur les quads, les mollets, etc. Puis en gros, sa vision, c'était un peu de rééquilibrer l'équilibre entre tes deux jambes au niveau musculaire. Parce que forcément, comme tu as mal à gauche, est-ce que le problème, au début, tu te demandes, est-ce que le problème vient vraiment de la gauche ou est-ce que j'ai mal à droite et je compense avec la gauche, etc. Donc son approche était intéressante, donc j'ai fait une semaine là-bas, puis après il m'avait donné un programme physique du coup à faire ici quand je suis revenu, puis on se parlait aussi en visio, etc. Puis assez vite, en fait, il me faisait faire des entraînements qui me provoquaient pas mal de douleurs. Okay. Et étonnamment,
la douleur, avant, j'en avais pas beaucoup eu. J'avais ces gonflements, mais avant que ça gonfle, quand je m'entraînais, j'avais pas forcément beaucoup de douleur. Mais une fois que c'était gonflé, là, je pouvais plus m'entraîner. Ouais, je boitais là carrément. Ça a duré combien de temps? Ces gonflements, quelques jours, des semaines? Si après tu t'arrêtes, normalement, au bout de 24-48 heures, ça passe. Ok, d'accord. Non, de bons jours d'arrêt. Ouais, arrêt complet. Aucun entraînement, pas de squat, pas de vélo, rien. Okay. C'est assis. Mais même si tu restes trop longtemps debout, ça part pas vite. Après, je prenais des anti-inflammatoires aussi de temps en temps. De la glace, ça aide aussi pas mal. Du coup, voilà, je me rends compte que ce programme avec cet entraîneur à Lyon, j'ai pas mal de douleurs que j'avais pas eu avant. Et du coup, forcément, je me dis, c'est pas normal. Lui me disait que fallait continuer puis que ça allait passer. Donc au final, c'était juste compliqué, c'était des entraînements assez spécifiques, pas très... En fait, le problème que j'ai beaucoup eu, c'est que moi, il me fallait beaucoup de volume musculaire au niveau de la cuisse, mais je pouvais pas faire des reps avec beaucoup de poids et je pouvais pas faire trop de reps. Donc au final, si tu voulais, tu pouvais, mais ça t'aurait pris un temps... Exactement, il fallait y aller petit, exactement. Pas trop lourd, pas beaucoup de reps, et puis au final, c'est compliqué. Mais un besoin essentiel quand même. Quoi, donc voilà, là, au final, j'ai arrêté. À Noël, j'ai arrêté avec lui. Et puis après, du coup, je suis parti voir encore un autre médecin à Lausanne. Tu l'as vu combien de temps, juste excuse-moi. Lui, je l'ai vu, on a fait 2 mois à peu près. 2 mois. Ah ouais, tu t'es quand même rapidement rendu compte que... Ouais, clairement. Exactement. Ces nouvelles douleurs, en tout cas, c'est ouais, puis c'est juste, il me faisait faire des exercices qui étaient bien, mais j'avais vraiment de la douleur pendant l'exercice. Je pense que c'est important de s'écouter aussi. Ouais, c'est clair. Je dis pas que je vais pas du tout contre lui ou quoi que ce soit, mais lui qui te disait qu'il fallait peut-être continuer, quoi. Je pense que c'est bien de s'écouter. Je pense qu'il y a certaines situations où il faut quand même être capable de surpasser la douleur. Ouais. Mais là, je me connaissais depuis toutes ces années, je connaissais aussi mes genoux et je savais que ce genre de douleur, c'était pas anodin. Ouais, c'est ça. Okay. Donc j'ai assez vite arrêté exactement. Puis après, je suis reparti voir du coup encore un autre médecin à la Lausanne, à Motion Lab. Et puis là, du coup, je lui avais expliqué ce que le premier médecin m'avait fait avec les injections. Et puis le deuxième m'avait dit exactement que... Enfin, en gros, il faisait le même style d'injection, mais sous une autre forme, à une autre fréquence, enfin, en gros, un autre processus. Et puis, eux, là-bas, ils avaient un programme d'après-traitement qui était de la physio, du coup, à Lausanne. Et puis, le côté physio était très intéressant. Du coup, c'est aussi pour ça que je suis retourné là-bas. Enfin, j'avais jamais été, mais je suis allé là-bas. Et puis, j'ai fait, du coup, de nouveau de la PRP. Okay. Mais ça a pris moins de temps parce que c'était une procédure différente. Donc là, en un mois, j'avais fait mes 3 injections. Et puis après, c'est 4 par année, puis là, tu en as eu 3 en un mois? Ouais, c'est 4. Si tu veux, c'est 4. Ils te font jamais une seule. C'est par plusieurs injections. Okay. Mais là, quand j'en ai fait 4, ça compte pour une. En gros, c'est un traitement. Mais ils sont obligés de faire plusieurs. Plusieurs injections parce qu'une, ça suffit pas. Okay. Donc voilà, j'ai fait ça. Puis après, j'ai commencé à faire de la physio là-bas avec le BFR. C'est en gros une machine qui te bloque l'arrivée de sang dans la jambe. Par exemple, tu mets un garrot en haut de la cuisse, puis ça te bloque l'arrivée de sang dans la jambe. Et du coup, en faisant des exercices, ça surstimule tes muscles. Du coup, ça les aide à se développer plus vite sans mettre plus de pression sur l'articulation. Ok, d'accord. Du coup, c'était un processus assez intéressant. Puis moi, en fait, c'est ce qu'il me fallait parce que je pouvais pas mettre lourd, je pouvais pas faire beaucoup de reps. Exactement. Donc c'était assez intéressant. Donc je suis parti là-bas faire ça. Et puis en fait, à ce moment-là, c'était assez intéressant. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert un truc, c'est que dans ma cuisse, il y a le vaste médial qui est le muscle à peu près au milieu de la cuisse. D'accord. Et puis le physio s'est rendu compte que le mien était presque inexistant. Donc le but, c'était vraiment de développer ce muscle-là. Et puis au final, c'était presque de la neuro parce que c'était un travail presque mental de focus sur ce muscle pour le contracter. Ouais, celui-là. Exactement. Parce que c'est dingue, ça. Ouais, et puis en fait, on s'est rendu compte avec des électrodes, etc., que quand j'arrivais à le contracter, le mouvement il s'inhibait automatiquement à cause de la douleur. Donc du coup, c'est aussi plein de trucs qui montrent que ce muscle-là, j'arrivais pas à le développer parce que dès que j'arrive à le contracter, la douleur est tellement violente que direct, aïe, et ça t'inhibe la contracture.
Donc, c'est... Tu t'es quand même retrouvé tu te rends compte dans un qu'il y a un sacré vrai problème. bourbier. Hein. Exactement. Tu te rends compte qu'il y a un vrai problème et puis à ce moment-là, tu te dis, bah ok, tu prends un peu conscience du truc, quoi. Parce que, en fait. ouais, c'est ça. Donc assez vite, on a fait pas mal de physio, etc. Puis on s'est rendu compte que du coup, ça allait être très compliqué pour la suite. Et puis j'ai eu pas mal de discussions avec plusieurs médecins. Et puis ils m'ont dit que c'était quand même peut-être mieux que je me préserve pour la suite de ma vie. Parce qu'on rappelle, t'as 25 ans. Hein. Ouais, exactement. Je suis assez jeune. Et puis il m'avait parlé d'éventuellement un rabaissement de rotule, mais il m'avait dit que c'était le genre d'opération qui prenait 1 an et demi, voire 2 ans, des opérations très compliquées. Et à mon âge, c'est pas forcément ce qui est recommandé. Donc voilà, il m'a bien fait comprendre que si j'essayais de forcer maintenant, j'allais être embêté pour le reste de ma vie. Tu risquerais de le payer. Exactement. Et puis comme ça faisait 2 ans, mais en beaucoup plus que je galérais avec les problèmes de genoux. Bon, au final, c'était la décision assez logique, puis c'était la suite logique de se rendre compte que peut-être que jouer en Liga avec 5 entraînements par semaine, c'était compliqué. Parce qu'au final, si on se rend bien compte, ça veut dire que tu avais un peu toutes les portes, entre guillemets, qui commencent à se fermer. Ça veut dire que tu peux forcer si tu veux, mais au final, ce qu'on demande comme effort pour le professionnel, tu n'es pas sûr de quand même atteindre ce qu'on te demande, tout en sachant que derrière, tu pourras plus forcément non plus avoir une qualité de vie. Exactement. Et donc là, on en arrive à la saison 2023-2024. Tu es pris dans tout cet engrenage. Et je pense que c'est donc suite à ça que tu nous fais cette annonce qui sera un peu... franchement, ça nous a surpris. Moi, je me vois encore tomber un peu des nues. Alors ça fait mal. Ouais. Ça fait mal parce qu'on sait que tu es jeune et tout. Donc une grosse claque. Je parle de nous, mais j'ose pas imaginer toi qui a dû donc prendre cette décision. Donc voilà, suite à tout ça, tu en viens assez logiquement avec ce que tu nous dis en fait. On se rend compte que à prendre cette décision de prendre ta retraite sportive. Ouais, c'est ça, c'est une discussion mûrement... Enfin, j'ai eu beaucoup de discussions avec le médecin, avec ma famille aussi. Du coup, c'était une décision assez réfléchie. Puis au final, c'est le genre de décision où tu n'as pas vraiment le choix d'en prendre d'autres. Parce que tu sais que tu peux pas devant forcément... une porte. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, exactement. Tu peux l'enfoncer si tu veux, mais ça risque de... Forcément, il y a plein de situations où tu te dis « Ah ouais, mais et si j'avais été voir encore un médecin ou encore un truc ?» Mais au final, tu es juste aussi lassé de toutes ces démarches. T'es pas du tout là-dedans. Hein ? Rassure-nous, t'es pas du tout là-dedans. Non. T'as fait le nécessaire, tu le sais. Ouais. Okay. Mais c'est forcément les trucs que tu te dis à ce moment-là. Ouais. Et du coup, voilà, comme ces 2 années étaient très compliquées, je savais que ça allait arriver bientôt. Puis les médecins, au tout début, quand je reprends en 2022, ils m'ont clairement fait comprendre que je ne pourrais pas jouer encore pendant 10 ans. Okay. Donc mon objectif, c'était même de pouvoir faire une saison pleine, de pouvoir jouer, peut-être pas tous les matchs, mais en tout cas une grande majorité. Même ça aurait été cool. 2 ou 3, ça aurait été bonus, ouais, c'est ça. Mais au final, ça l'a pas fait. Et puis voilà, c'est la vie, il faut l'accepter, on n'a pas le choix. Et puis... Comment tu vas par rapport à tout ça ? Bah ça va, c'est quand même... Je me suis quand même fait à l'idée à la longue des procédures médicales que je savais que ce jour allait sûrement arriver tout bientôt. Je savais pas que ça allait arriver si tôt, j'espérais quand même pouvoir faire encore des matchs et encore 1 ou 2 saisons. Mais au final, voilà, je suis bien entouré. J'ai toujours continué ma vie à côté du basket. Du coup, ce qui me permet maintenant de ne pas avoir trop de changements du fait d'arrêter le basket. Et puis voilà, je me suis aussi rendu compte que c'est des prépositions physiques, c'est pas forcément que de la préparation, mais c'est aussi de la malformation, c'est aussi un peu d'hérédité. Puis tu te rends vite compte que face à ça, tu es impuissant et puis que tu as meilleur temps d'accepter et puis de continuer dans le positif que de te ronger. Donc ça va. Je vais te poser une question. J'espère pas t'embêter avec cette question. Tu me répondras dans la mesure du possible, bien sûr, mais j'entends donc, enfin, je me répète notre interview en tête et je peux pas me dire autrement, mais est-ce qu'avec une aide peut-être, est-ce que c'est pas quelque chose qui manque au final ? Tu dis une aide dans quel sens ? Une aide peut-être au-delà de l'aide physique, une aide peut-être mentale aussi, pour t'accompagner. Mais enfin toi, mais au final malheureusement tous les prochains.
Est-ce que tu n'as pas la sensation qu'il manque quelque chose ou pas? Non, c'est vraiment juste la faute à pas de chance. Non, je pense que, alors pour mon cas, je pense qu'une aide mentale n'aurait pas fait la différence. Là, je parle purement physiquement. Mais ça t'aurait peut-être permis de vivre des années. Mais oui, c'est clair. Plus dans le basket, quoi. Ouais, je pense vraiment que ce côté mental, il est sous-estimé chez le sportif, surtout chez les jeunes. Parce que t'as aucun. Si tes parents sont dans le sport, ça peut aider. Tu peux avoir un peu ce côté à la maison si tu as une bonne relation avec tes parents. Mais la plupart des cas, t'as personne à qui parler de ce genre de problème. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des relations avec le coach, des relations avec les coéquipiers. Ça peut être cette pression, en fait. Exactement, au final, la peur de rater, la peur de mal faire, etc. Donc je pense qu'une aide mentale peut être que positive, surtout pour les jeunes en formation. En train de grandir. Ça ajoute la pression. Alors, je ne dis pas que les pressions amènent les blessures, mais c'est vrai que si tu as peut-être quelqu'un qui arrive à cadrer ton mental, puis que tu vas à tes matchs, tu es aussi beaucoup plus, beaucoup plus posé. Alors, je ne dis pas que ça évitera les blessures pour les prochains, mais je suis d'avis que le côté mental, il est peut-être un petit peu sous-estimé. Ouais, sous-estimé et oublié parce qu'il n'y a aucune mesure pour ça. Les clubs le proposent pas forcément. Alors je pense que ça doit être partout comme ça. Après, à un haut niveau, je sais qu'il y a ce genre d'infrastructure, mais ouais, c'est des trucs où quand le mental va bien, souvent le corps suit. Donc c'est clair que si tu peux avoir une aide pour être plus stable, pour être plus performant, puis je pense qu'on se rend pas assez compte. Mais le côté mental, à quel point le côté mental a de l'impact sur la performance. Ouais, justement, c'est pour ça que je me dis, mais alors je dis pas que si tu vas à un match avec la pression, tu vas te blesser, c'est un trop grand raccourci. Mais c'est clair que je pense que d'aller à un match en ayant, du moins en tout cas les idées claires, tu sais ce que tu dois faire, tu connais ton taf, ça se passe bien, mais je pense que tu joues ton jeu, tu surjoues pas, en fait tu restes dans ton basket, tu fais aussi des mouvements qui sont très habituels et ça te sort peut-être un petit peu plus de ce monde de la blessure. Tu peux te blesser quand même, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que le côté mental, il est... Parce qu'au final, il y a aussi ça. Je veux dire, tu tombes dans la blessure. Tu as tous tes coéquipiers et camarades qui t'ont d'avancer, de s'entraîner. Toi, tu es un peu seul. Ouais, c'est clair. Veuille ou non, tu te retrouves seul. Toi, tu as connu beaucoup de blessures, donc ça t'isole un peu. Enfin, voilà, je pense que tu as quand même eu des bonnes relations avec tes coéquipiers. Je ne mets pas ça en jeu, mais qu'on le veuille ou non, ça t'isole par rapport au reste du groupe. Et c'est là aussi où je pense que le côté mental, ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui t'accompagne pour continuer de te faire comprendre que tu es toujours au sein de cette équipe, maintenir les relations avec les coéquipiers, etc. Je pense que ça peut vraiment... En tout cas, c'est quelque chose que j'entends souvent qui ressort au moment des blessures. C'est clair. Isolement un petit peu. Une stabilité aussi, ça t'apporte... J'espère que ça va venir et je trouve que ça serait bien parce que même les gens qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, je sais qu'ils seraient meilleurs avec. J'ai beaucoup d'exemples en tête où le joueur il est trop stressé, il n'arrive pas à se lâcher, il arrive pas. Moi je me posais aussi souvent la question et j'avais parlé de ça avec un psychologue. Je me posais beaucoup la question. Si je prends l'exemple de la NBA, avant les matchs, ils font souvent ils s'amusent, tu les vois s'amuser à s'envoyer avec les balles de basket, des passes de baseball, des trucs comme ça, à rigoler, etc. Puis lui, il disait justement, mais ce genre de comportement, c'est exactement pour se détendre, pour relâcher la pression, et du coup pour être après plus performant en match. Et ça, c'est tout des aspects qu'on ne travaille pas assez ici. Je sais qu'il y a le centre du Real Madrid qui a mis en place une salle de jeu aussi pour leurs joueurs. Ouais, ok. Permettre de... je savais pas ça. Ils ont mis en place salle de billard, vraiment une salle de jeu pour changer les idées. Pour changer les idées. Alors, je sais pas exactement à quel moment les joueurs peuvent l'utiliser, mais c'est vrai que je pense que ça va aussi dans ce sens-là. Ouais, c'est clair. Tu lâches un peu la pression. Ouais, c'est clair. C'est souvent pas évident. Et je maintiens que je pense que ça serait vraiment un plus, autant pour le côté physique que pour le côté mental. Donc, Puis j'avais une dernière petite question avant de passer à notre in and out. On va aussi te faire ce petit questionnaire. J'avais une petite question. Est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose pour les jeunes qui vont nous regarder, qui ont aussi un petit peu des blessures, puis je trouve que tu as dit quelque chose d'important avant. Quand on est jeune et qu'on se blesse, on se dit toujours que ça va aller en fait. Et moi j'en ai fait la meilleure expérience. Alors j'ai pas joué en Ligue 1, j'ai pas tout le niveau. Mais c'est vrai que je pense que si j'avais pris le temps de rétablir mon corps au moment opportun, j'en souffrirais moins aujourd'hui. J'ai eu pas mal de soucis de dos, mes genoux grincent, c'est compliqué. Puis je pense que j'ai pas assez de physio, j'ai un petit peu pris ça à la légère. Quel conseil tu aurais pour tous ces futurs joueurs qui vont se blesser, puis
Déjà le premier conseil qui me vient en tête comme ça, je pense que ça restera le plus important, mais c'est pas de s'arrêter à une opinion médicale. Okay. Moi, c'est une des grosses erreurs que j'avais fait du coup, quand à l'âge de 14-15 ans, le médecin me dit « Ah ouais, il n'y a rien à faire, faut être à l'arrêt ». Là, il m'avait mis 2 ans à l'arrêt et en l'occurrence, quand j'ai recommencé à jouer, c'était un physio qui m'avait montré qu'en faisant un tape d'une certaine manière au genou, ça pouvait atténuer la douleur et que ça allait passer un peu comme ça. Et qu'en fait, tu avais perdu j'aime pas dire ça, mais ouais, j'ai perdu 2 ans. Ça aurait pu être plus court en fait, ce laps de temps, quoi. Il aurait même pu ne pas exister hors du... Tu vois, parce que là, c'était vraiment... du coup, j'étais plus dans aucune équipe et puis j'allais pas aux entraînements, j'étais vraiment déconnecté du basket. Donc, c'est vraiment ça, pas s'arrêter à une opinion, toujours aller en voir plusieurs, même pas forcément 2, mais même 3, même 4. C'est toujours intéressant parce que personne ne va jamais dire la même chose. Maintenant, je trouve de nos jours, il y a aussi de plus en plus le côté business qui rentre dans le médical, ce que je trouve vraiment pas top, mais c'est la vie. Et du coup, il faut vraiment trouver la bonne personne qui te donnera les bons conseils. Donc ça serait vraiment le conseil le plus important que j'aurais à dire aussi, pas forcer. C'est un conseil un peu délicat parce que tu as forcément des jeunes qui vont dire qu'ils auront mal parce qu'ils n'ont pas envie de s'entraîner ou quoi. Ce que j'ai pu expérimenter quand j'étais plus jeune. Mais au final, aucune blessure va passer en forçant. Ça peut que s'aggraver. Donc voilà, c'est vraiment trouver ce que c'est, identifier le plus rapidement possible, pas attendre, pas avoir peur de demander, pas avoir peur de dire qu'on a mal. Puis voilà, essayer de se préparer. Le côté aussi professionnel dans les entraînements est aussi ultra important. Alors voilà, quand on est jeune, c'est un peu moins présent, mais venir plus tôt à l'entraînement, pouvoir bien s'échauffer. Moi, tu vois, avec tous ces problèmes du coup de genoux que j'avais ma routine d'échauffement avant l'échauffement d'équipe. Alors, quand je rentrais sur le terrain pour m'échauffer avec l'équipe, j'avais déjà fait mes exercices, moi j'étais déjà chaud et prêt. Parce que comme avec tous ces problèmes, j'étais obligé. Parce que quand les autres commencent à trottiner, moi si j'ai pas fait mes exercices avant, trottiner c'était pas possible. Ouais, il faut tout de suite exactement. Plus de temps en fait. Donc c'est ça, faire et même la récup aussi après l'entraînement. Ouais, du coup le stretching, exactement, la glace, tout ce genre de trucs. C'est tous les petits détails qu'on n'imagine pas forcément, mais qui peuvent vraiment faire la diff, je trouve. Ok. Merci beaucoup, j'espère que ces conseils seront entendus. Il faut, à fond. Ok Lucas, écoute, on arrive gentiment à la fin de cet entretien. Je voulais juste quand même échanger avec toi. Ouais. On met toujours en place un petit questionnaire par rapport à un petit peu à l'NBA. D'ailleurs, je vois que tu as un petit écusson des Spurs. C'est ta team ? J'aime beaucoup. Quand j'étais petit, j'aimais bien Tony Parker, forcément. Ouais. J'avais été faire ses camps aussi, c'était cool. Ah, t'as fait les camps, Tony ? Ouais, j'avais fait une ou 2 années. Ouais, c'était cool. Ah ouais, je pense. Mais il était présent ? Hein ? Il était présent ? Ouais, il était là. Ouais, c'était vraiment... Ses frères aussi étaient là. Cool. Ouais, il y a vraiment des beaux souvenirs, ouais. C'était vraiment cool. Une bonne ambiance, etc. Donc ouais, forcément, un des premiers Européens à avoir autant percé en NBA, je le suivais. 4 bagues. Ouais, exactement. Et puis c'était vraiment le premier à vraiment un peu tout accomplir en étant européen. Donc je trouve vraiment cool. Okay. Je l'aime beaucoup. J'avais une question. Alors, imaginons, il n'y a pas toutes ces histoires de genoux. Tu pars à l'étranger. Je veux dire, tu cartonnes. Lucas arrive en NBA. Avec quel 5 tu vas nous chercher une bague ? Donc moi et 4 autres joueurs. Toi et 4 autres joueurs. T'es poste 4, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est en Suisse, presque 5. Ok. Mais forcément qu'avec ma taille pour l'étranger, tu fais je suis à 2m05. 2m05 Ouais. Donc pour la Suisse, c'est un 5. 3-4 au niveau NBA. Mais oui, c'est ça. Alors, ouais, moi Tu peux prendre des joueurs d'histoire. Ouais, je vais prendre une équipe déjà toute prête. Je suis un grand fan, comme on en parlait avant, de LeBron James, forcément. Ok, ouais. Et puis je le suivais beaucoup quand il était avec Miami, avec Dwayne Wade, Chris Bosh, Ray Allen. Ok. C'était vraiment qui du coup de cette team ? Hein ? T'enlèves qui du coup là ? Ouais, c'est ça, j'allais même pas me mettre dedans à la base. Mais ouais, je mettrais. Je pense que j'enlèverais Mario Chalmers à la main et puis je mettrais.
Tu mets LeBron en 3, toi en 4. Idéalement. Bosh en 5. Ouais, c'est ça. Ok, C'est ça. Donc Voilà. voilà. C'était le tripit, quoi. En fait, c'était un petit peu l'homme qui leur manquait. Quoi. Exactement. Ils m'ont attendu, je suis jamais arrivé, mais ils ont quand même gagné. Et tu serais plutôt un joueur plutôt attaque, plutôt défense? Qu'est-ce qui fait gagner des matchs pour toi? Alors pour moi, clairement, c'est la défense qui fait gagner des matchs. Après, forcément, comme tout sportif, on aime l'attaque, on aime marquer, c'est quand même le but du sport, donc c'est vraiment forcément ce qui nous guide. Mais je suis convaincu que, je trouve que tu es rarement autant galvanisé en attaque qu'après une bonne défense. Donc quand tu arrives vraiment à faire des rotations, à être dans les temps, à faire le stop qu'il faut. Exactement, faire les stops. Je parle pas forcément de contre ou de pic de balle incroyable. Non, mais juste la bonne rotation. Exactement, la bonne rotation sur la fin des 24 ou vraiment une bonne défense d'équipe. Puis j'ai toujours assez eu une bonne lecture de jeu, donc au final, j'ai toujours bien aimé la défense. Okay. Tu t'es jamais retrouvé face à un match-up ou vraiment... Alors ça, bien sûr, surtout en Liga. Ils sont bons pour ça. Ouais, puis moi j'ai un profil de jeu quand même qui est pas forcément... Mes qualités premières, on va pas dire que c'est l'explosivité et le déplacement latéral. Lecture de jeu plutôt. C'est ça, lecture de jeu. Donc forcément quand tu te retrouves quand tu défends puis tu te retrouves à défendre sur un meneur à 2 mètres de la ligne à 3 points, c'est compliqué, ouais, ça peut être compliqué. Donc ouais, plutôt défense pour ensuite aller mieux en attaque. Quoi. D'accord. Ton point fort en tant qu'attaquant? Je pense que c'est clairement la vision de jeu et l'anticipation. Du coup, ça serait même ton point fort en défense? Ouais, aussi, ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai aussi un bon jeu de passe. Okay. Après voilà, c'est vraiment le jeu d'équipe qui me passionne. C'est pas forcément moi scorer 20, mais si je suis dans l'équipe qui en score 20 et qu'on fait des actions cool, ça te convient aussi. Ça me convient exactement. T'as un pivot sur lequel tu pourrais identifier, c'est un grand mot, mais si on devait donner un pivot, puis tu dirais voilà, moi si j'avais pu être un pivot, je serais. Tu dis en NBA du coup par exemple? Ouais, commençons par la NBA, ouais. Parce qu'il y aurait un pivot, tu te dis voilà, lui vraiment il entre complètement dans ce que moi je pourrais offrir en tant que joueur. Je pense que bien sûr avec toute humilité gardée, exactement. Je pense que le style de jeu d'un Jokic m'aurait plu parce qu'il est pas forcément explosif, mais comme il est très intelligent, il arrive à compenser cette explosivité. Je sais pas s'il est pas explosif parce que j'ai aussi ce souci. Il a un peu ce côté lent, un peu comme Lucas. C'est un faux lent, ouais. Mais au final, sur son premier pas, il laisse quand même pas mal de monde sur place. Ouais, Lucas, sur son premier pas, il laisse sur place, tu vois. Et pourtant, ils ont ce côté faux lent, un peu nonchalant. Ouais, un peu nonchalant. Ouais. Je sais pas si j'ai toujours un peu. J'arrive jamais à associer ça à de l'explosivité. Je sais pas. Je pense que les contre-rythme en fait. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça vient de la tête et ça vient du QI basket et de l'intelligence et de l'anticipation. Parce que c'est clair que si tu mets un Jokic avec par exemple un Bam Adebayo, je le vois difficilement le passer face à face depuis la ligne des 3 points, tu vois. Ouais, ok. Mais dans le cours du jeu, il va réussir à faire des feintes, etc. Donc ouais, plus là, après il y a le côté aussi Chris Bosh que j'aime beaucoup avec son shoot à mi-distance. Alors je t'avoue que moi j'avais lui en tête. Ok. Ouais. Avec ce qu'on a parlé un peu, puisque j'ai été voir un petit peu aussi. Ouais. J'avais plus Chris Bosh en tête. Ouais. Je voulais quand même avoir ton avis, mais c'est vrai que c'est le premier qui m'a. En plus, tu parlais du Miami juste avant. C'est vraiment le premier qui m'est venu à l'esprit, quoi. C'est vraiment Chris Bosh. Ouais, il aurait fallu que je travaille quand même un peu plus mon shoot à 3 points. mais ouais, le shoot mi-distance en tête de raquette, c'était aussi un peu un de mes spots préférés que j'aimais bien. Okay. Donc ouais, soit lui ou encore un Zach Randolph qui joue plus maintenant, mais qui avait vraiment cette faculté aussi à dos au poste sans faire 1000 pas explosifs, à battre son défenseur, à shooter ou même faire des passes. Donc, pour compter sur son footwork. Exactement. Après, c'est le truc où je sais que dans un monde imaginaire, si j'étais en NBA, je ne serais pas du tout intérieur parce que j'ai pas la taille pour 3, je crois. Exactement. Bon, après, quand je vois ton style de jeu, peut-être tu aurais quand même été poste 4. Bon, tu te serais développé différemment. Ouais, c'est ça. Tu te serais développé ce complètement que j'allais dire, différemment. C'est que c'est difficile à dire, mais ouais, je pense clairement à un jeu axé sur le mouvement de balle, ça c'est sûr.
Et puis voilà, après on ne saura jamais comment j'aurais été ici. Hein. Et puis cette team, elle aurait été coachée par qui? Qui c'est qui te ramène à la bague? Ouf, Greg Popovich, c'est une bonne question. Ouais. Alors, Spolstra. Ouais, bah, je vais garder Spolstra, même si j'aime bien là je sais plus son nom, mais le nouveau de Oklahoma, le jeune là. Ah, je sais plus son nom là. J'ai pas son nom en tête, mais qui fait vraiment un bon taf. Et puis maintenant, les deux, autant lui que le GM en place, ouais. Ils font peur Oklahoma. Ils ont encore pris Caruso là. Ouais, oui, j'ai vu. Ouais. Et puis ça restera des équipes où je trouve bien, c'est ce qu'on avait un peu avec Nixa Bavcevic aussi, c'est que tu as vraiment, même s'il y a des éléments forts dans ton équipe, tu joues sur un jeu collectif. Ouais, tu utilises les forces de tout le monde, il n'y a personne qui est oublié. Alors, c'était un peu difficile pour Guidi en finale, d'ailleurs, enfin en play-off. Ouais. D'ailleurs, ils l'ont trade tout de suite. Ouais. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, ils arrivent à tirer le meilleur de tous leurs joueurs. Ouais, exact. Même une superstar va faire une extra passe. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment un truc qui est admirable. C'est vrai. Ouais. Lucas, je te remercie. On arrive gentiment donc à la fin de cet entretien. Ça a été un plaisir pour moi, même si le sujet évoqué était un petit peu difficile. Mais merci à toi en tout cas de nous avoir accordé plaisir partagé de ton temps. J'espère qu'on aura l'occasion de... Ah, j'ai une petite dernière question quand même en fait, Lucas. C'est quoi la suite pour toi? Alors la suite, j'aimerais bien essayer d'aider un peu quand même Vevey Riviera Basket à se développer. Tu quittes pas complètement le monde du basket quoi. Non, j'ai quand même envie de... Je sens qu'il y a quelque chose à faire, surtout ici à Vevey. Okay. Donc j'ai envie d'aider comme je peux. Et puis après à côté, j'ai commencé un cursus universitaire. Okay. Donc je suis reparti pour quelques années d'études. Mais ma vie va rester basée par ici, dans la Riviera, donc c'est cool. Donc je pense qu'on sera invité à se revoir, en tout cas j'espère, pour un nouvel épisode, un autre sujet. En tout cas, merci encore à toi pour ton temps. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Game Winner. N'oubliez pas de liker, de nous suivre et de vous abonner et surtout de partager. À très bientôt l'équipe. Ciao.